Gaël Josse, Vermeer entre deux songes, chapitre 2. Les visiteurs passent devant l'endormi en ce mois d'août new-yorkais. L'air conditionné du Metropolitan Museum est apaisant dans la chaleur étouffante de la ville, en dépit de la verdure et de l'ombre des grands arbres de Central Park si proches. Shorts, baskets, robes légères et épaules frissonnantes circulent là, dans la fraîcheur, glissant à pas mesurés d'une toile à l'autre. Dans le silence de la salle, parfois, un guide à la main. Toujours, je me demande ce qu'ils voient, vers quel voyage ils embarquent face à cette jeune femme lourde, repus de quelques images, ils vont vêtir ce qui est nu, captifs dans la toile. Les angles morts se révèlent, bruissants de vie, de sens, sans que la splendeur de ce qui est montré en soit altérée. Peut-être préfère-t-il les autres Vermeer qui sont là, celui de la robuste laitière, campée devant sa table de cuisine, ou la délicate musicienne au regard lointain. L'endormi n'est pas le tableau le plus aimable, le plus immédiatement séduisant du peintre. Mais sait-on jamais ce qui va nous parler, nous saisir, nous happer dans son sillage? C'est le plus souvent à notre corps défendant que nous nous trouvons touchés, au propre comme au figuré, par ce qu'un artiste a fait naître au jour dans le secret de son atelier. C'est cette part d'impalpable qui nous met en face d'une partie de nous-mêmes, sans résistance possible, pour des raisons parfois obscures, jusqu'à ce que nous comprenions ce que le tableau tente de nous dire. Le XVIIe Hollandais se plaît à peindre les vices et les vertus, à travers des scènes, des attitudes, des objets symboliques, dont la signification est alors unanimement partagée. Ou bien ce sont des scènes de genre, porteuses d'un message moral, pédagogique et édifiante. Si Vermeer se trouve lui aussi soumis à ces codes, s'il doit répondre à une commande, il en joue, avec la plus grande liberté. Les balais, les pantoufles abandonnées, allégories de négligence, d'oisiveté, de paresse domestique, ne sont pas pour lui. À d'autres, il laisse l'anecdote, le pittoresque, l'image d'Épinal avant l'heure. C'est l'universel et l'éternité, c'est la question retenue au bord des lèvres qu'il nous propose. Un autre tableau me revient soudain en mémoire, une autre femme. C'est une voisine de notre endormie, elle demeure quelques blocs plus bas, à l'angle de la 5e avenue et de la 70e rue, à la Frick's Collection. Toute autre palette, rien de ce rouge sang qui inonde la dormeuse. Mais cette extraordinaire et inexplicable lumière, luminescence, qui éclaire la toile, qui semble irradier sur les lambris de cet hôtel particulier de l'Upper East Side, où vont et viennent dans les rues impeccables les dog sisters des riches propriétaires du quartier. Et puisque nous sommes entrés ici, restons encore un peu, car deux autres Vermeer y vivent. Et d'un verre de vin à l'autre, nous y voici. Une autre jeune femme, bien réveillée quant à elle, les mains posées autour d'un verre, fait montre de séduction, sourire déluré, regard enjôleur, auprès de l'imposant officier qui nous tourne le dos, tout en costume, bottes et chapeau, main posée sur la cuisse. Il envahit la toile de sa présence, de son assurance de mâle embordé, paradant en terrain visiblement conquis. Quelle transaction a lieu là? S'agit-il de sentiments ou du prélude d'un débat rapide et tariffié? Le sourire et le regard de cette modeste jeune fille restent là aussi un mystère. Et comme elle semble fragile, prête à être dévorée toute crue par l'ogre au grand chapeau, à moins qu'elle ne soit plus rouée que nous le pensons, et qu'elle s'y entende à lui soutirer quelque argent et cadeau. Nous parlons de verre de vin, de chapeau, et ma mémoire m'emporte vers une autre toile du maître hollandais. Un tableau étrange, lui aussi, hôte du musée de Delft.
une autre jeune femme, assise de profil, et tenant devant son visage à ses lèvres un verre de vin qu'elle est en train de boire. Un homme en cape de voyage et chapeau noir, debout auprès d'elle, semble l'observer avec attention, comme s'il vérifiait ou exigeait ou attendait qu'elle ait vidé son verre. Sur la table, le même pichet blanc que chez notre dormeuse, d'un blanc crémeux, et le même tapis de table, ou presque, aux lourds motifs rouges et jaunes. D'une toile à l'autre, le souvenir convoque aussi cette entremetteuse en résidence à la galerie de Dresde. Encore un homme en chapeau, une jeune femme avec un verre de vin. Et cette même nappe sombre. Aucune équivoque ici, la main de l'homme empoigne un sein avec assurance sous le regard cupide d'une vieille femme et l'expression hilare d'un homme qui nous dévisage. Le vin, prélude à d'autres plaisirs. 4 tableaux, 4 jeunes femmes, 4 scènes de boisson. Troublante récurrence. Une série presque. Le peintre est âgé de 25 ans en 1657. Ce sont donc des œuvres de jeunesse, si l'on peut dire cela devant un tel aboutissement des œuvres. Il s'éteindra à 43 ans et tombera dans l'oubli. Avec lui se perd le secret de cette lumière unique, du geste arrêté, du moment suspendu, du quotidien porteur d'universel. Point d'homme, en revanche, chez notre endormi. S'il existe, ce n'est qu'en songe, sous les paupières closes, lambeaux de rêves, congression d'images, plaisantes ou tourmentées, dont nous ne saurons rien, pas plus que du regret, du remords ou d'une fête des corps. Pas d'homme présent dans la pièce, avec sa chaleur, son odeur, son haleine. Quoique. Les techniques d'analyse de la toile avouent un repentir. Faut-il faire parler ce qui a été volontairement tu, effacé ? La question se pose. Mais cette histoire de repentir mérite que l'on s'y arrête. Comme un secret supplémentaire à déchiffrer, une énigme, un jeu de pistes. Un homme fut tout d'abord présent dans la toile, dans un portrait accroché au mur au-dessus de la jeune femme. Un chien était là aussi, sur la droite, nous apprend la radiographie. De ces 2 figures, il ne reste rien. À la place, le mur et un dossier de chaise en bois sombre, sculpté à tête de lion, devant un espace vide qui s'ouvre sur une autre pièce. Une géométrie de porte, de cadre, à la place. Du gris, du brun, du flou. Une absence. C'est la clé peut-être de ce portrait, la pièce de mosaïque manquante, mais résolument supprimée, trop explicite peut-on penser. Une leçon de morale trop appuyée affadit l'œuvre et la relègue à une scène de genre sentencieuse, à du pittoresque, de l'anecdote. Elle réduit l'élan, le souffle, la portée. Il en va de même en littérature, en terre d'écriture. Gommer le détail s'il n'a pas de sens, s'il ne grandit, n'éclaire l'histoire. Ne pas trop expliquer, montrer. Laisser de l'espace pour que le lecteur y mêle sa respiration, son souffle, son histoire. Ses désirs et ses rêves, ses regrets et ses souvenirs. Et à mon tour, je m'aperçois que je détiens peut-être là une des raisons de mon inconditionnelle fascination pour le maître de Delphes. Vermeer, un idéal d'écriture ? De narration ? L'essentiel, le geste, l'épure, la place pour rêver. Il faut parfois savoir s'arrêter au bord d'eux.